Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Petit tuto sur le plugin Studer A800 de UAD, qui est une reproduction de la très populaire enregistreuse multipiste Studer A800, qui est considérée comme une des meilleures enregistreuses qui a été mise sur le marché en 1878. Puis à l'époque, c'était comme là, the shit. Là. Fait que donc, c'est un plugin qui est ultra bien fait. Beaucoup considèrent que c'est une des meilleures émulations de ruban analogique. C'est une émulation que moi je trouve qui est très flexible, qui a une grande palette sonore. Puis le but du tuto d'aujourd'hui, c'est surtout de vous simplifier la vie, de vous aider un petit peu à comprendre mieux ce plugin-là. Parce qu'on se le dira, les manuels de UAD sont pas toujours très digestes, là, sont pas toujours super faciles à comprendre. Fait que donc, à la base, c'est un plugin que UAD suggère de mettre sur chacune des pistes là, comme premier plugin en insertion avant de faire quelconque traitement. Moi, personnellement, j'utilise généralement ça, soit sur le boss de la batterie, soit sur le boss de la voix. Dans certains cas, sur le master. Je trouve ça un peu intense quand même comme coloration de mettre ça sur le master, mais après, vraiment, ça, c'est libre à vous. Il y a une question de goût là-dedans qui est super importante. Je vais fermer ce panneau-là pour l'instant, puis on va s'attaquer, on va se concentrer sur le panneau du bas, puis on va revenir justement à cette section-là centrale qu'on peut ouvrir et fermer, là, où on a d'autres paramètres. Premièrement, on a la vitesse du tape. La vitesse du tape, ça va changer la réponse en fréquence de l'ensemble là, de la patente. Là. Plus on est bas, moins on va avoir de haute, moins ça va être riche dans les basses fréquences. Le off ici va être un bypass complet du plugin. C'est un petit peu l'équivalent du through ici, qui est aussi un bypass de plugin. Si on regarde d'ailleurs aussi cette section-là, on va avoir le repro, sync puis input. Repro, c'est la tête de reproduction qu'on utilise généralement pour la lecture des pistes. Le sync, à l'origine, c'était la tête qu'on utilisait lorsqu'on vient faire des overdubs sur quelque chose qui a déjà été enregistré pour s'assurer d'être synchro, dans le fond, avec ce qu'il y a sur le tape. La différence entre les deux, moi, je trouve qu'elle est vraiment inaudible. On est vraiment dans le monde du placebo. C'est très subtil. Peut-être, bien encore là, c'est peut-être le placebo qui parle. Peut-être que la tête de sync est un petit peu plus sale. Mais bon, comme je vous disais à l'origine, c'est vraiment pour que ça soit synchro. C'est sûr qu'il doit y avoir une forme de différence. Sinon, il ne l'aurait pas mis. Puis, comme je vous disais, à la base, dans les studios, on utilisait la tête de sync le plus longtemps possible. Puis, on gardait vraiment la tête de repro pour le mixage, pour qu'elle soit le plus clean possible. C'est souvent la tête qui avait la meilleure sonorité. Là. Puis l'input, dans le fond, c'est vraiment la circuiterie, mais sans passer par le ruban. Fait que si on vient, disons, monter l'input pour faire saturer un petit peu plus la machine, si on met en repro, on a vraiment, là, comme vous voyez, là, la saturation du ruban analogique. Là. Et l'input, on n'a pas cette saturation-là du ruban. Fait que c'est beaucoup plus flat aussi en termes de réponse en fréquence. On n'a plus ce gros bump-là dans les basses, puis la petite courbe aussi dans les hautes. Il y a comme un petit creux vers le 5-6 000, puis ça remonte un petit peu là, vers les 10 000, 16 000 là, avant de recouper. Là. Mais c'est très, très subtil. Là. L'input, je veux dire, est plus subtil là, que le repro, qui est beaucoup plus coloré. Là. Puis le sync, comme je vous disais, très subtil comme différence. Ensuite, on a les contrôles comme, on le voit bien, d'input, d'output, qui permettent de, des fois, driver plus, saturer, puis compenser le niveau de sortie. À l'opposé, on peut aussi moins driver l'input pour avoir moins cette saturation-là, puis cette compression-là du ruban. Puis on peut recompenser justement avec l'output si on veut avoir un son qui est beaucoup plus clean. Et ce qui va beaucoup changer là, la sonorité générale, c'est vraiment les différents types de tape. On a 4 types de rubans différents. En gros, plus on va graduer, puis plus ça va saturer, puis plus ça va compresser le signal, dont entre autres les basses. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ressens. Parce qu'on n'a pas d'indication précise nécessairement là-dessus dans le manuel de UAD. Ils nous disent pas ce que ça vient changer. Ils nous disent « Ah, c'est 4 sons différents ». Mais moi, ce que j'en entends, c'est que le 250 va avoir
une belle dynamique dans les basses, puis plus on augmente, puis plus ça nous donne l'impression que ça écrase. Moi, je vais jouer souvent avec ces paramètres-là, vraiment en contexte, surtout lorsque j'utilise ça, par exemple, sur le bas de la batterie, parce que les différents taux de compression vont changer un petit peu l'interrelation de la batterie avec la basse, puis avec le reste des arrangements. Fait que c'est intéressant de jouer avec ces paramètres-là. Fait que j'en ai pas vraiment de préféré, évidemment, parce que c'est toujours une question de contexte. Fait que si je torche un petit peu plus l'input, disons, pour la batterie, ça peut être intéressant, hein, des fois, d'avoir justement un petit crunch en extra. Vous voyez, beaucoup plus clean. Plus on gradue, plus on en sent ça cruncher. Dans les mid, dans les high mid, puis plus les basses deviennent écrasées, là. Après, c'est peut-être juste les Q qui changent aussi, hein, mais moi, ça me donne l'impression que les basses sont plus écrasées. Ensuite de ça, le cal, la calibration. Plus on va être élevé, plus le noise floor, si le noise floor est activé, ça on va y revenir, parce qu'on peut mettre le noise on-off, mais plus on est élevé dans le paramètre cal, qui est la calibration, plus le noise va être bas, puis moins rapidement ça va saturer. Puis si on descend, ben, plus rapidement ça va saturer, puis plus le noise va être important. Fait que ça, c'est pas mal les paramètres pour cette facette-ci. Justement, ça nous amène au deuxième panneau, où on a justement la possibilité de mettre le noise on-off. Là, on le voit apparaître d'ailleurs, le noise. On peut l'écouter pour l'écouter, là, parce que là, j'ai quand même d'autres plugins dans ma chaîne qui génèrent du noise. Je vais juste couper le signal juste avant la batterie, là, pour qu'on puisse entendre. Puis là, évidemment, je vais faire bien attention de ne pas peser sur play, parce que sinon, je vais m'exploser les oreilles. Là, j'ai mis le noise à on. On a le contrôle sur le hum, qui est le buzz électrique, qui doit, à mon avis, il faudrait que je vérifie, ça doit être un 60 Hz, là. Et le hiss, qui est le vent. Le noise là, naturel du tape. Puis ça, ben, ils nous fournissent, évidemment, ils nous donnent ce paramètre-là, même si, évidemment, on ne veut pas vraiment avoir de noise, parce que ça fait partie du tone là, du ruban. Moi, personnellement, je mets tout le temps ça off. Je n'ai pas le goût d'avoir un petit noise de surprise là, durant l'étape du mixage. L'EQ. L'EQ ici est uniquement actif là, pour le 15 et le 7.5 IPS. C'est deux types d'EQ, de pre-emphasis EQ. Là, vraiment, on est dans l'enculage de mouche professionnel, parce que la différence entre les deux EQ, là, je vais juste enlever mon plugin qui coupe le son, c'est vraiment... Peut-être sur un mix au complet, on l'entendrait un petit peu mieux, là. Mais bon, c'est l'EQ qui vient rebalancer suite au bias, etc. En tout cas, c'est pas vraiment, à mon avis, important, ce paramètre-là. Ensuite, dans les paramètres, on a le auto-calibration. Le auto-calibration, hein, si on regarde ici, on a le bias qui va bouger, le high frequency qui bouge aussi, là, très légèrement. Ouais, vous le voyez peut-être pas, là, mais il flicker un peu, il bouge un peu. Puis ensuite, on a les EQ de repro qui vont changer. Et selon le manuel, ce paramètre de calibration va aussi être affecté lorsqu'on le autocal est à on. Fait que à 2,50, on serait normalement à plus 3, à 4,56 à plus 6, à 900 puis à GP 9, on serait à plus 9. Mais malheureusement, vous voyez, il ne bouge pas ce paramètre-là quand on est en autocal. Fait que ça, c'est un petit détail. Maintenant, si on ne veut pas que la calibration se fasse automatiquement, si on vient jouer, disons, avec le bias, puis on veut écouter les différentes sonorités du tape avec le bias qu'on a changé, ben on met le autocal à on, parce qu'aussitôt qu'on le remet, on le met à off, là, parce qu'aussitôt qu'on le remet à on, si moi je viens jouer avec mon bias, vous voyez, que je joue avec le tape, je perds à ce moment-là ma recalibration manuelle. Fait que ça, c'est un petit détail. Le bias, qu'est-ce que c'est le bias? C'est le voltage qui est envoyé au tape. Fait qu'on peut soit le mettre au maximum pour avoir un son qui va être un petit peu plus chaud, puis un petit peu plus compressé, un petit peu plus coloré. Soit on peut réduire le voltage, puis à ce moment-là, ben, ça crée une genre de distorsion parce qu'il n'y a pas assez de signal électrique qui se rend là. Ça, je trouve ça cool quand même. Je vais augmenter un petit peu l'input là. C'est comme un genre de gate là, sur certains coups. Fait que ça, on peut faire des effets assez intéressants.
Le HF, c'est High Frequency. Dans le fond, c'est la compensation des hautes fréquences due à l'ajustement du bias. Que le bias, tu sais, il y a aussi bon, tout ce qui est ajustement de voltage, le denoiser et tout ça. Fait que donc, on peut recalibrer. Puis ça, c'est vraiment une haute fréquence qui est envoyée sur le tape. C'est pas après le tape, c'est vraiment avant le tape, avant le ruban. Puis comme je vous disais aussi, on peut augmenter le bias. Si on clique d'ailleurs hein, sur sur le texte, là, on va toujours remettre à sa position calibrée selon le tape. Hein. Petite parenthèse là. Fait qu'on peut l'augmenter. Là, c'est assez subtil quand même comme différence là, entre ça et ça ici. Fait que c'est à explorer, à essayer. Comme je vous disais, l'EQ des hautes, avant le tape. Et ensuite, ben, on a Sync EQ, Repro EQ. Selon les têtes de lecture, on a un EQ qui est vraiment après le ruban, juste pour rebalancer. Moi, je trouve ça intéressant des fois, juste pour ajuster les basses vraiment selon mon goût, selon le contexte, qu'on a quand même un gros bump là, dans les basses fréquences. Hein. Et les hautes fréquences aussi. Si vous voulez savoir ce que ça vient faire, ces écus-là, ben, on peut loader, on peut ouvrir là, le A800 dans Plugin Doctor qui va vraiment nous donner un beau visuel sur la réponse en fréquence là, de la machine. Là, déjà, puis ça, je trouve ça intéressant des fois de voir un petit peu justement la réponse en fréquence du plugin utilisé. Et selon le ruban utilisé, vous allez voir la courbe ici en fréquence va changer. Si on le met à off, complètement flat. Et aussi, vous voyez, la vitesse du tape va vraiment grandement changer la réponse en fréquence là, de façon assez importante, là, assez drastique. Encore une fois, comme je vous disais, l'EQ dans les hautes, qui est comme un genre de shelving à partir un petit peu au-dessus là, de 5000. On va avoir le shelving dans les basses. Oui, on a quand même un gros bump hein, dans le très bas du spectre. Là. Puis tout dépendant, encore une fois, de la vitesse, ça va venir shifter justement ce boost-là. Ça vient changer la fréquence là, qui est boostée. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis comme je disais, Sync Repro, hein, il n'y a aucune différence en termes de réponse en fréquence. Puis l'input, ben, c'est complètement flat. Évidemment, on a un low cut, mais qui est en dessous de 20 Hz. Là, fait que ça n'a virtuellement aucune importance. Évidemment, la vitesse du tape puis le type de ruban n'a aucune incidence si on est sur l'input. Fait que voilà. Fait que ça décortique là, un petit peu, ça vous illustre un petit peu mieux la coloration que ça va faire. Fait que le ruban, encore une fois, moi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant, souvent sur les bosses en fin de chaîne, personnellement, juste pour des fois donner une petite compression supplémentaire, arrondir un petit peu les transients, enrichir le contenu harmonique. Puis selon justement le type de tape, la vitesse, ben ça va faire que notre instrument, notre groupe d'instruments va se positionner un petit peu différemment dans notre mix. Fait que c'est des genres de tone machine qui sont à utiliser avec parcimonie, parce que c'est sûr que si on en met partout et que ça barre beaucoup trop, à mon avis, ça peut rapidement être un petit peu too much. Mais après, qui suis-je? Hein? Faites ce que vous voulez. Hein? Qui suis-je pour vous dire quoi faire? Faites vraiment ce que vous voulez. Tout est possible. Moi, je serais curieux de savoir quelle est votre émulation de ruban analogique préférée, laquelle que vous utilisez le plus souvent. Écrivez-moi ça dans la section commentaires. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit tuto sur le A800. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.